Toutes nos salutations à Verholst Marie qui nous écoute sur le 87.7 FM ainsi qu'à Aimé Indengue qui nous écoute également sur le 87.7 FM. Tout notre plaisir est de recevoir Monsieur Mpouila, le docteur Mpouila, au cadre de l'UDPS. Il était le représentant officiel en tout cas dans le Benelux durant de très longues années. Puis il y a pas longtemps, le docteur Mpouila nous a dit je quitte mes fonctions pour m'occuper de stratégie et de recherche pour le parti. Nous étions très dubitatifs sur la situation dans laquelle il allait laisser l'UDPS et à mon avis personnel, je ne pense pas que j'avais tort de m'inquiéter quelque part sur le départ d'une personnalité qui a marqué de son empreinte l'UDPS Benelux. Il était parti, on n'entendait plus vraiment beaucoup parler de lui. Mais il y avait des choses qui se passaient juste après les élections, comme beaucoup de gens l'ont dit sur Internet, des rencontres ont eu lieu jusqu'à, en tout cas, à la diffusion pour le grand public d'un document qui a été mis donc sur Internet, sur le site de l'Apareco, dénonçant donc ce qui est appelé le traité de Nice, quoique le mot traité, c'est un mot sur lequel on peut aussi discuter. Donc le traité de Nice, publié par la Pareco, un traité qui a été signé au mois de janvier donc 2012, mais il y a d'autres documents qui ont été signés par la suite. Hein, tout n'a pas été signé en début d'année 2012, et donc toute la discussion se fait autour de ce document. Pourquoi ce document ne sort que maintenant et qui a donné mandat, entre autres au docteur Mpouila, pour signer au nom du président de son parti, Étienne Tshisekedi, et tous les autres. Comment est-ce qu'ils ont contacté? Est-ce qu'ils ont vraiment lu? Ça, c'est hier un avis d'un compatriote de Londres qui s'inquiétait. Est-ce vraiment sérieux tout ce qui s'est passé là-bas? Le docteur Mpouila s'est déjà beaucoup attardé sur toutes ces questions, mais rien ne dépasse les questions que nous-mêmes nous allons lui poser, d'autant plus que nous estimons que vraiment l'essentiel n'a toujours pas encore été dit sur cette question du traité de Nice. Docteur Mpouila, nous sommes heureux de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Mpouila, on vous voit partout depuis que ce document a été mis sur Internet. Pourquoi seulement quand c'est mis sur Internet, alors vous commencez à communiquer dessus et pas avant? Bon, d'abord, c'est même prématuré ça, et c'est même anormal ça. C'est prématuré et c'est anormal. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de nous préparer à l'exercice du pouvoir. Nous sommes en train de nous préparer à libérer notre pays. Regardez pendant 2 semaines, Pat, ce que nous sommes en train de faire. C'est à la une ça, le traité de Nice. Le traité de Nice. On ne parle que de ça. Personne ne me pose des questions, mais docteur, où est-ce que nous en sommes pour la libération de notre pays? C'est ça l'enjeu primordial immédiat. Tout ce que nous sommes en train de faire dans les coulisses, avec les partenaires, avec les autres Congolais, pour chercher comment nous allons gérer ce pays demain. Avec qui nous allons gérer? Les investisseurs, les hommes de bonne volonté qui vont nous accompagner. Nous n'avons pas à mettre ça au grand jour. Maintenant, non, le moment viendra quand nous aurons libéré le pays. Voilà, en fait, je voudrais rappeler ici les principes. Mes chers amis, le premier principe, focalisons-nous sur la libération
de notre pays. L'occupation, la souffrance, la tragédie, c'est trop. Il y a même des experts internationaux qui disent que c'est la pire des tragédies mondiales, ce que notre peuple est en train de connaître. Et nous-mêmes, nous en souffrons à travers ce peuple-là. Nous sommes concernés. Voilà, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, tout ce que nous faisons entre nous, les forces de changement, si réellement nous tous, nous sommes des forces de changement, des contacts que nous prenons avec les partenaires, des documents que nous signons avec eux, si un de nous n'est pas d'accord, comment est-ce qu'il procède? Il ne va pas mettre ça sur la place publique. S'il est réellement quelqu'un qui est acquis au changement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les autres forces de changement. Si ses propres forces n'ont pas participé à la rédaction, à la signature des dossiers, il va appeler les autres forces de changement. Ça reste à l'intérieur pour donner son avis, pour demander des explications. Si c'est un document qui demande des explications des juristes, il aura des juristes de son côté, les autres auront leurs juristes de leur côté. Ils vont s'expliquer mutuellement. Et si ils voient que c'est un problème d'interprétation, alors il n'y aura pas de conflit. Mais docteur Mpila, cette manière de procéder où on laisse d'abord les choses se faire dans les coulisses et si on n'est pas d'accord, on contacte les autres partenaires, on discute, ainsi de suite, c'est ce qui se passe en Belgique. Nous vivons en Belgique, nous savons très très bien que lorsqu'il y a des négociations concernant l'État, ici en Belgique, concernant les différentes régions, ainsi de suite, on sait que la discrétion, c'est ce que disent les politiques, je n'en fais pas partie, les politiques disent qu'il faut absolument être discret pour espérer aboutir. Parce que dès que les informations internes aux négociations sortent avant la conclusion, il n'y aura pas de conclusion. Mais ça, on peut l'accepter dans un pays qui fonctionne déjà, qui a des règles de fonctionnement, qui a des balises. On sait très très bien que malgré tout, les négociations qui sont en cours ne pourront que respecter la loi fondamentale, les lois en cours, ainsi de suite. Mais dans le cas du traité dit de Nice, nous ne sommes pas dans ces conditions-là. Il n'y a rien qui garantit en fait à la communauté politique congolaise, à la population congolaise, rien ne leur garantit que les discussions qui sont en cours respectent un certain cadre constitutionnel de la République démocratique du Congo. Et donc, quelque part, vous ne pouvez pas invoquer cette nécessité de secret pour empêcher quelqu'un qui a les documents de le publier, disant que, attention, ceux qui ont été signés sont des documents qui, en tout cas, travestissent un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne peut pas transiger. Non, c'est ce que vous dites là. C'est ce qui se passe dans la discrétion ici en Belgique, dans un état de droit qui fonctionne déjà. C'est encore même plus impératif, plus impérieux, plus recommandé pour ceux qui sont en plein combat et qui sont en train de prendre des contacts avec les partenaires, les investisseurs, pour préparer, n'est-ce pas, l'exercice futur du pouvoir. Ils ne peuvent pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, et ce serait même de l'enfantillage. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les partenaires que nous sommes en train de contacter aujourd'hui, quels sont les investisseurs que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, qui va s'occuper et quelle société va s'occuper de la sécurité alimentaire demain, de l'identification, du recensement de nos compatriotes demain, de tel problème. C'est même une trahison. J'informe ce que nous sommes en train de combattre. C'est primordial, ça. Alors, c'est encore même plus grave, puisque parmi les forces qui ont participé à toutes ces négociations,
il y avait même une composante, n'est-ce pas, parmi donc ceux qui dénoncent les documents. Et je peux même vous dire, la PARECO, je peux même vous dire que moi j'ai quitté Nice le 15 juillet. Je peux même vous dire, et le temps viendra, quand nous serons chez nous, dans le débat national, la table ronde que nous allons organiser, je pourrais même vous montrer les papiers du secrétariat. Que même après le 15 juillet, certains membres de la PARECO sont rentrés encore là-bas. Nous avons expliqué à nos partenaires que nous sommes sur plusieurs pistes. Nous sommes en train de contacter beaucoup d'autres partenaires pour d'autres sujets. Nous ne sommes pas rentrés là-bas. Nous sommes un peu partout dans le monde. L'UDPS a envoyé ses émissaires un peu partout. Nous ne sommes pas... Mais même au mois de septembre ici, les membres de la PARECO étaient à Nice. Et vous verrez avec les documents tirés du secrétariat. Vous pouvez même entrer en contact avec les partenaires de Nice puisqu'ils sont maintenant mis à jour. Oui, et ils vont vous démontrer comment les négociations se sont passées, quels sont les Congolais qui sont allés là au fur et à mesure. Et vous allez voir sur des listes l'appartenance de ces Congolais, l'appartenance politique. Et les dates même, vous serez très surpris de voir que les membres de la PARECO étaient là, même au mois de septembre dernier. Mais pour ce qui me concerne, moi je suis content d'avoir le document de toutes les façons, parce que ce document me donne beaucoup d'informations que je n'avais pas, me livre en tout cas des éléments sur les négociations en cours. Et comme je suis quelqu'un qui s'inquiète toujours pour la souveraineté de son pays, je me dis que si on avait peut-être laissé faire jusqu'au bout, le résultat serait peut-être désastreux pour la population congolaise. Certains pans en tout cas de ce document, de ce traité, sont allés très très loin, et des éléments de ce document, vous avez dit ailleurs qu'il fallait, vous allez présenter ce document à la population congolaise. C'est la population congolaise qui en dernier ressort, allait prendre la dernière décision. Mais dans le document lui-même, il y a des clauses qui indiquent que ces documents, ou plutôt l'engagement est pris à l'instant où l'on signe ce document. C'est des éléments quand même assez importants. Oui, non, mais là nous entrons dans l'interprétation d'un document. Sachez que, pardon. Je vous laisse parler. Sachez qu'à Nice, nous avions des juristes. Nous avions même des compatriotes originaires du Bas-Congo. Moi, je ne savais même pas où se trouvait l'île de Mateba. Moi non plus. Bon, on a découvert à travers tout ce débat. Oui, mais maintenant, je vais vous répondre en dehors de l'interprétation des textes. Je vais vous répondre par une preuve. Allez-y. Une preuve inattaquable que nous n'avions pas des intentions maléfiques. La preuve est la suivante. Moi, je me bats depuis 1974, pour libérer le Congo de l'occupation, de la mise sous tutelle, des humiliations, de la tyrannie, de l'esclavage, des souffrances. Tout le Congo. Mais Pat, vous imaginez que moi, je puisse me battre pour libérer tout le Congo, mais que je vende mon propre village d'origine? Ce serait contradictoire et le masochisme au paroxysme. Je vous donne cet exemple pourquoi. C'est puisque c'est l'exemple que j'ai donné à Nice. Et tous ceux qui étaient dans la salle, quand vous allez vous informer, surtout ceux qui étaient avec nous à Nice, ils vont vous dire qu'au moment où les partenaires nous ont parlé de Nice, nous leur avons parlé de nos desiderata, quand ils nous ont parlé de l'île de Mateba, qu'ils veulent avoir une cité sur Mateba, sur l'île de Mateba, comme la cité de Vatican,
pour d'abord installer leur maison mère, comme les jésuites, les scotistes, etc. Et sur cette île, ils vont construire un hôpital ultramoderne pour les Congolais qui devront se faire soigner au lieu d'aller se faire soigner à l'étranger. Et un quartier industriel pour les Congolais. Moi, j'ai demandé à mes compatriotes, mais l'île de Mateba se trouve où? Et eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Les compatriotes qui étaient dans la salle, non, on avait des compatriotes originaires du Bas-Congo, ils m'ont montré l'île de Mateba, etc. Bon, les discussions ont continué. Et dans ma tête, c'est vraiment comme si j'étais un visionnaire. Dans ma tête, il s'est passé beaucoup de choses. Et quelques minutes après, j'ai demandé la parole. On m'a accordé la parole. J'ai demandé publiquement, officiellement, mais ce que vous voulez aller faire sur l'île de Mateba, cet hôpital-là, ce quartier industriel-là, tout ce que vous voulez aller faire là, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas venir le faire dans mon village d'origine? Et quelle a été leur réponse? Non, je vous réponds. Les gens ont ri. J'ai dit aux amis, non, ce n'est pas par égoïsme. Ceux qui me connaissent savent que le docteur Mpouila, ce n'est pas un homme égoïste dans la vie. J'ai dit, ce n'est pas par égoïsme. C'est puisqu'il y aura des esprits malveillants ou même une mauvaise interprétation des textes, les gens vont penser que nous sommes venus ici faire du mal à nos compatriotes qui habitent dans un autre coin et pas chez nous. Je pose cette question pour prévenir beaucoup d'autres débats inutiles, inefficaces, inappropriés qui pourront surgir. Alors j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous choisissez uniquement de construire votre cité sur l'île de Mateba? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas venir dans mon village? Mais qu'est-ce qu'ils Ils ont dit? nous ont dit ceci, ils ont donné deux raisons. La première raison, c'est le climat. La deuxième raison, c'est tout près de l'embouchure pour les matériaux qui vont venir pour pouvoir faire tous leurs travaux. Alors, et là, nous sommes tus. J'ai compris qu'ils avaient des raisons fondées. On n'a pas juste une intervention par rapport à ça. Et dans l'assistance, les Congolais qui étaient là, qui sont, en tout cas la sélection, je suppose, était suffisamment ardue, en tout cas pour avoir les meilleures personnes là sur place. Il y a personne qui a relevé que l'île de Mateba contrôlait l'entrée du fleuve Congo, que c'était une île importante dans la dernière partie du fleuve Congo jusqu'au moment où ça s'écoule dans l'océan Atlantique. Il y a personne qui a relevé cet élément-là, que la personne qui contrôle, parce qu'il faut pas oublier que ils devraient avoir une souveraineté pleine et entière sur cette île-là. Est-ce que personne n'a relevé le fait de leur donner cela, pas vendre, pas spécialement, mais en tout cas leur donner la souveraineté pleine et entière sur cette île, c'est une manière de contrôler sérieusement tout le trafic dans le fleuve. J'ai été voir la carte du Bas-Congo parce que je ne connaissais pas où se situait l'île de Mateba, et en regardant tout de suite, je me suis dit, c'est impossible. Comment ont-ils accepté de céder? Je n'ai pas vu dans le traité une durée pour laquelle c'est cédé, donc je ne sais pas s'il y a une durée, mais en tout cas moi j'ai pas lu comment on peut donner une souveraineté pleine et entière dans une île bien sélectionnée par les personnes qui sont intéressées par cette île-là et qui se situe à une position extrêmement, stratégique. On ne peut pas se satisfaire de leur raison à eux, disant que bon, c'est à côté de l'océan, facile d'accès, le climat est bon. On peut trouver des équivalents quand même. Oui, bon, d'abord, je vous apprends ici que parmi les partenaires là, il y a des Congolais. C'est une organisation en fait internationale. Hein. Il n'y a pas que les non-Congolais. Il y a des Africains, il y a des Congolais. Et pourquoi d'ailleurs sont-ils parvenus à se focaliser sur le Congo?
Ils nous ont dit ils pouvaient réaliser leur projet là dans un autre pays, et en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ailleurs. Et pourquoi le Congo? Pardon, non, pour le Congo, c'est puisque les partenaires, les Congolais qui sont là, les ont amenés à se focaliser sur la tragédie congolaise. Et les Congolais qui sont là connaissent la force et des liens, des rapports, des relations que ces partenaires-là ont avec beaucoup d'autres partenaires. Moi qui vous parle ici, je peux vous dire, le temps que j'ai passé à Nice, je suis entré en contact avec beaucoup d'autres partenaires qui sont derrière ces partenaires-là. Donc les Congolais qui sont là les ont amenés à se focaliser sur le Congo. Mais pourquoi est-ce que vous allez ailleurs? Nous sommes les humanitaires. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous focaliser sur le Congo pour aider les Congolais à sortir de ce problème? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toutes les discussions ont eu nous avons fait à peu près 3 jours. Toutes les éventualités possibles, etc. Mais je vous dis qu'en dernière analyse, en dernier ressort, tous les documents que nous avons signés avec ces partenaires, tout comme les documents que nous signons avec beaucoup d'autres partenaires pour le moment, il faudra que vous me demandiez avec quel mandat vous êtes en train de faire ça. Il faudra que vous me posiez la question. J'ai déjà posé une question et j'attends toujours la réponse. Je vous dis, tout ce que nous faisons maintenant là, nous sommes convaincus que la table ronde, le débat national est inévitable avant que nous commencions à exercer le pouvoir au Congo. L'impérium dont nous parlons là, c'est incontournable. Donc la table ronde. Pourquoi? Mais jusque-là, nous avons les résolutions de la conférence nationale souveraine qu'il faudra enrichir. Il y a le président de la République qui a été élu au suffrage universel. Mais nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de sécurité. Mais Monsieur Mpila, je vous ai posé une question sur, puisque vous avez parlé de l'île de Mateba et des implications que cela a dans les réactions, en tout cas, de la communauté congolaise, mais vous ne m'avez toujours pas répondu à la question. Non, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Toutes les questions ont été envisagées, ont été discutées sur le terrain. Sur place, nous avons parlé de tout. Je ne peux pas, à ce stade-ci, où nous sommes en train de négocier, je ne peux pas commencer à révéler ici tout le contenu de nos discussions, de nos débats. Nous sommes en train de tomber justement dans le piège de celui qui a voulu poser ce problème maintenant. Le temps viendra où tous les Congolais devront se prononcer sur ce problème. C'est pour ça que je vous parlais de ce débat-là. Le débat national-là est incontournable. Si les choses changent Monsieur au Congo... Mpila, nous avons quelqu'un au téléphone. Pardon, que je termine l'explication. On pourra revenir dessus, parce que, 02 344 58 55, madame, monsieur, bonjour. Ah, il a coupé entre-temps, mes excuses. Que je termine la question. Il y a tant de questions et des questions même encore plus épineuses que ça qui se poseront. Quelle constitution allons-nous appliquer demain? Mais là, on va très très loin. J'ai posé une question et je n'ai toujours pas vraiment une réponse, considérant que, cette histoire de l'Émirat, c'est eux qui ont choisi, de l'île de Mateba, c'est eux qui ont choisi l'île. Ils viennent vous dire, nous sommes intéressés par cette île. Et ils donnent les raisons pour lesquelles ils sont intéressés par l'île. Mais les Congolais qui sont en face,
Vous vous êtes dit, quand eux, ils donnent leur raison, vous dites, OK, c'est bon. C'est-à-dire que le climat est bon pour eux, et puis c'est à l'embouchure, donc c'est pas très très loin pour tous les problèmes de marchandises, ou en tout cas d'équipements qu'ils vont apporter pour les constructions qu'ils veulent. Mais ça, c'est leur raison. Mais les Congolais, là, une des premières raisons qu'ils peuvent évoquer, c'est quand même la position stratégique de cette île qui contrôle l'entrée et la sortie du fleuve Congo. Alors, et d'autant plus que dans l'accord, il est dit qu'ils auront la souveraineté pleine et entière, et que l'État congolais ne pourrait pas intervenir sur les affaires de la cité de Mateba. Mais moi, je vous rétorque. Mais pourquoi est-ce que vous ne réservez pas cette question pour la poser au moment où les Congolais devront se prononcer sur tout ce que nous avons signé avec avec les partenaires, tous les projets que nous avons signés avec les partenaires. C'est en ce moment-là, c'est ça, c'est le peuple souverain qui va dire, il ne m'appartient pas ici, en ce moment-ci, de révéler tout ce que nous avons fait. Mais je vous dis, tout a été discuté. Mais moi, je dis seulement à nos compatriotes, puisque j'étais un des responsables là-bas à Nice, toutes les questions relatives à tous ces projets politiques, diplomatiques, socio-économiques, humanitaires, n'est-ce pas, sur le Congo, tout sera transparent avant même que ça ne soit appliqué. Vous connaissez la méthode de la dialectique. Moi, je considère tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme la première phase de la dialectique, c'est-à-dire la thèse. Alors, la deuxième phase sera quoi? Ça sera, alors, lors de ce débat, la position des Congolais, ça sera l'antithèse. Alors, avec les partenaires et la position des Congolais, y compris les chefs des terres, les chefs coutumiers, la Chambre des représentants et tout le monde, alors, alors nous allons faire la synthèse et nous allons arriver à tout ce qui sera des mieux à faire pour notre patrie, pour notre peuple et pour les partenaires. 02 344 58 55, madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais intervenir un petit peu. Oui, on vous écoute. Depuis des jours, nous suivons cette situation-là sur l'Internet. J'ai bien suivi la façon dont monsieur Honoré Ngwanda avait parlé. J'ai suivi son vice-président. Mais moi, je me suis posé une question à partir de l'intervention de la PARECO. Quand M. Kabila fait toutes ces négociations-là la nuit, on ne sait où, il signe toutes ces histoires-là, jamais nous le voyons intervenir énergiquement de la façon dont ils ont parlé. Et ce que je peux, moi, reprocher, qu'il soit à notre papa qui est sur le plateau et les autres qui ont signé. Papa Mpouila. Oui, je sais bien. Je le connais. Oui, bien sûr. Mais il vaut mieux mettre des noms, en fait. Allez-y, on vous écoute. Papa Mpouila, oui, voilà. Et nous devons toujours faire attention. À l'heure actuelle, je sais bien qu'il a signé des accords, il a donné aux Chinois des terres au Katanga, il a donné de ceci, de cela partout. Mais eux aussi, ils doivent être un peu très, très, très prudents, puisque le Congo n'est pas à morceler de cette façon-là. S'ils ont des partenaires, les gens qui veulent nous faire sortir de cette situation très difficile, ils doivent tirer attention quand on signe. Mais mieux vaut écrire, c'est de janvier jusqu'en février, qu'écrire quelque chose laissé comme ça, l'île de Mateba, ou quand ils seront là, on commence à aller aux tribunaux internationaux, on commence à aller comme ça sans trouver de solution. Pourquoi? Puisque le pays, au moment où nous parlons, il est déjà vendu de partout par le gouvernement qui est en place. De partout. Il y a même des choses qui sont faites et qu'on ne veut pas nous dévoiler depuis le père Kabila. Je dis bien depuis le père Kabila. Et le fils a ajouté aussi d'autres choses. Mais c'est quand même d'aller souvent signer des choses où vous cédez des parties de terre. C'est insupportable et ça nous blesse beaucoup. Quant aux histoires de les IDPS, les PARECO ont signé tout ça, je sais que vous faites toujours les mêmes choses comme Kabila et les autres qu'ils appellent la majorité là. Ils sont toujours en train de signer. Mais faites attention pour les territoires. Nous ne voulons pas faire souffrir nos enfants plus tard
pour que les enfants n'arrivent pas à trouver des solutions à des choses commises par leurs parents. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Monsieur Mpouila, monsieur insiste principalement sur la cession des terres, qu'il ne faut absolument pas faire. Non, mais nous enregistrons. Le problème est le suivant. C'est ce que j'ai dit toujours. Les Congolais ne s'imaginent pas comment fonctionne un état de droit démocratique. Nous vivons en Europe, à l'étranger, mais nous n'intériorisons pas la façon de fonctionner d'un état de droit démocratique. Personne ne peut prendre seule une décision et exécuter cette décision sans que cela ne soit soumis à un débat public national. Le moment dans des sociétés qui fonctionnent déjà, ici, dès qu'il y a une décision, dès qu'un gouvernement est élu, ce gouvernement se présente à l'Assemblée. Nous avons donc un grand moment qui nous attend devant. Ça sera lors de cette table ronde, lors de ce débat national. C'est alors que tous les Congolais qui seront là ou qui seront représentés auront à se prononcer. Imaginez-vous ce qui est dans... Pardon. Oui, Dr Mpouila, on vous a suivi. On va juste libérer la personne qui est en ligne. 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Allez-y, vite. Je voulais juste poser une petite question à monsieur Mpouila qui est là. D'accord. Je voulais savoir, ils ont parti signer ces traités-là en tant que qui et pourquoi. Et il faut qu'ils savent que l'IDPS et la PARECO ne sont pas les Congolais. L'IDPS n'est pas le tuteur du Congo et ni la PARECO. Alors eux, comme ils commencent à jouer les jeux avec ces gens-là, alors nous maintenant ici, on va commencer à s'en charger d'eux. Surtout à ce monsieur qui est là. Allez, merci, au revoir. Merci beaucoup pour votre question. C'est la question du mandat. Vous vouliez vous-même répondre à cette question, monsieur Mpouila? Oui. Voilà, je voudrais vous dire ceci. Qui nous mandate pour faire tout ce que nous sommes en train de faire maintenant? Est-ce que le peuple nous mandate, oui ou non? Je peux dire d'un côté non, puisque nous ne sommes pas encore aux affaires, mais je peux dire oui, et avec un grand oui. Et pourquoi? Primo, nous sommes concernés, nous sommes nous-mêmes, nous faisons partie de ce peuple-là. Les manifestations que nous organisons, les conférences que nous organisons, les pétitions que nous sommes en train d'organiser, tout cela, qui nous en donne le mandat, c'est notre patrie, c'est notre peuple, nous sommes concernés, nos enfants, les générations futures sont concernés. Et moi qui vous parle, je vous dis, ce combat fait partie du sens de ma vie. Si j'ai accepté de suspendre mes fonctions, ma profession médicale, et ma profession de professeur d'université, pour m'engager dans ce combat, c'est puisque je sais qu'il y va de ma vie. Ça, c'est un. Il y va du sens de ma dignité, n'est-ce pas, de ma liberté, n'est-ce pas, de ma fierté, etc. Mais ça pose de vraies questions, tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur Mpouila. Évidemment que vous-même, vous avez envie de faire des choses. S'il vous plaît. Je n'ai pas terminé. Oui, mais évidemment que vous-même, vous avez vraiment envie de travailler, et depuis des années, vous travaillez pour votre parti politique, en se disant que vous le faites pour la RDC, mais là, on est en face d'une discussion qui engage non seulement l'État national, le territoire, ainsi de suite, et les gens sont en droit de se demander, mais qui a mandaté ces gens-là à aller signer des documents? Et maintenant, les documents sont sur la voie publique. Donc, vous ne pouvez plus dire, écoutez, on allait voir. Et dans ces documents, il y a des engagements clairs qui sont faits. Et vraiment, si on les lit, on se dit, mais il y a le problème vraiment du mandat, c'est une question sérieuse. D'autant plus que à un des points, en tout cas, de ce document, vous signez au nom du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi. Je vais y arriver. D'abord, le premier mandat, nous sommes concernés. Ça, c'est la première chose, nous-mêmes. Deuxième chose, mais nous avons un mandat humanitaire pour ce peuple-là.
Le peuple est en détresse. Le peuple est en train de crier. Hein? Partout, vous qui êtes là à l'étranger, nos malheurs nous viennent en quelque sorte de là, de l'étranger. Vous nous laissez comme cela. C'est un mandat humanitaire. Nous devons nous occuper de cela. C'est comme ce que j'ai dit hier sur la radio Panique. C'est quand il y a des tragédies, quand il y a des catastrophes au sein d'un peuple, hein, quand il y a des fléaux, c'est en ce moment-là qu'on voit que parmi ses fils, il y en a en qui il y a plus de choses à admirer que des choses à mépriser. Ceux qui se jettent dans le combat, dans l'eau pour sauver le pays. Ça, c'est un. Deux, c'est quand il y a la tempête qu'on voit qui sont les vrais marins. Donc, c'est un mandat humanitaire, un autre mandat. Mais c'est un mandat politique, je vous dis. Si dans cette population qui est au Congo, il y a eu des documents de la CNS. Résister, rappelez-vous l'article 37 de la Constitution issue de la Conférence nationale souveraine. Résister, vous avez le droit, le devoir sacré de résister, de faire tout ce qui etc. Vous connaissez la suite. Nous nous occupons de notre devoir sur ce point-là. Et je termine par vous dire que moi, j'appartiens à une force politique qui est très loin d'être un poulailler, une porcherie. Docteur Mpouila. Pardon. Quand les partenaires nous consultent, demandent que nous participions à des négociations, à des débats, etc. Les partenaires peuvent s'adresser à la direction politique. Ici, par exemple, ici en Belgique, la hiérarchie du parti ici délègue un. Et là, les partenaires m'avaient contacté même personnellement, individuellement, en disant, donc, suivant votre débat, il y a un problème ici intitulé « La communauté internationale face à la tragédie congolaise ». Les manifestations que les Congolais organisent partout dans le monde, nous voyons que ça ne va pas avec les Congolais. Les Congolais sont en train de réagir. Nous sommes des humanitaires. Et puis, parmi nous, ici, il y a des Congolais. Est-ce que vous pouvez venir participer à ce débat qui se passe ici? Et je ne suis pas allé seul. Donc, quand j'ai informé la hiérarchie de mon parti ici, la hiérarchie de mon parti ici en Belgique a accepté, je suis allé avec un autre cadre de notre... Donc, vous aviez au moins le mandat de votre parti politique? La hiérarchie ici en Belgique. Et ça ne peut être que ça. Vous ne pouvez pas aller tout seul, comme dirait comme un être acosmique, comme quelqu'un qui n'appartient pas à une organisation. Oui. Vous y allez. Non, mais non seulement vous y allez. On va prendre juste le tout dernier appel. Ce sera vraiment le dernier parce que nous devons terminer cet entretien avec le docteur Mpouila. Bonjour, madame, monsieur, si vous êtes toujours là. Allô? Allô? Oui, il nous a lâché notre auditeur qui nous appelait. Mais ce sera le dernier appel. En tout cas, nous n'en prendrons plus. Ah, il est peut-être à nouveau là. Nous allons voir si c'est encore lui. Mais en tout cas, ce sera le dernier appel que nous prendrons parce que Anou Tchalolaba, qui doit présenter les informations, est déjà dans les studios. Est-ce que c'est toujours le monsieur en question ou pas? Eh ben voilà, nous ne prendrons plus d'appels. Monsieur Mpouila. Vous avez eu donc, on le prend quand même, 02 344 58 55, madame, monsieur, bonjour. Allô? Allô? Ah, mais ça ne semble pas passer, voilà, dommage. Voilà. Monsieur Mpouila, vous avez donc, on n'avait pas prévu cet entretien, je ne savais pas que vous alliez à nouveau passer dans les studios de Radio Libre. Quelles seront aujourd'hui les conséquences du fait que vous avez été, j'ai l'impression, pris de court
par le fait que le document a été mis sur la place publique. Quels sont les prochains agendas, en tout cas ce que vous pouvez nous en dire, parce que je crois que vous êtes en négociation, mais tout le monde sait maintenant, en tout cas ceux qui ont voulu lire le traité de Nice, nous savons maintenant de quoi il en est question. Maintenant, quid pour demain, pour vous, pour vos partenaires, ainsi de suite. Les documents sont là, les gens ont vu. Non, la première chose, c'est que vous ne vous imaginez pas les dégâts que cela a provoqué. Non seulement chez ces partenaires-là, mais chez beaucoup d'autres partenaires. Et parmi ces partenaires, il y en a beaucoup qui veulent aider le Congo. Ne croyez pas que tous les partenaires sont mauvais. Hein. Le dégât, c'est quoi? Ils veulent partir? Ils veulent lâcher? Il y en a qui disent, mais il y a un pouvoir qui est... Oh, il y en a qui disent, mais les Congolais ne sont pas sérieux. Nous sommes en train de négocier avec eux pour le changement. Ce que nous ferons quand il y aura des changements. S'il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises, par principe, on garde ça au moment même, avant d'appliquer cela, on devra discuter là-dessus. Mais regardez, vous négociez aujourd'hui avec les Congolais qui viennent nous voir pour signer un projet socio-économique, humanitaire, hein, politique, diplomatique, etc. Et le lendemain, il y a même une force qui a participé à ça. Ils sont étonnés. Il y a même une force politique qui a participé à cela. Au lieu d'appeler d'abord les autres forces à l'intérieur, si vous êtes une force acquise au changement, si vous n'êtes pas un agent double, vous appelez les autres forces de changement, vous leur dites, mes chers amis, moi je vois que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas bien, expliquez-moi ça. Et quand les gens ne sont pas, vous expliquent, vous dites, tiens, c'était un problème d'interprétation. Mais quand vous voyez que les forces acquises au changement avec qui vous êtes sont mal intentionnées, vous leur dites, non, moi je me désolidarise de vous. Mais vous ne pouvez pas commencer à mettre les résultats des négociations alors que vous avez participé à cela, alors que vous aurez même un grand moment de donner votre avis, vous commencez à déballer tout cela publiquement sans au préalable avoir eu une discussion, un entretien sérieux interne avec les autres forces avec qui vous Monsieur Étienne Tshisekedi, dont le nom se trouve en tout cas sous la paraphe dans le document, est-ce qu'il va s'exprimer par rapport à tout ça? Vous souhaitez qu'il s'exprime? Parce qu'il y a des gens qui attendent quand même qu'il dise quelque chose. Non. Il y a des étapes. Quand nous revenons avec les résultats de nos négociations un peu partout, qu'est-ce que nous faisons? Il y a d'abord des commissions qui se font ici sur place. Le parti discute ici, etc. Et quand le parti entérine, nous envoyons à Kinshasa. Kinshasa aussi. Maintenant, je vous parle même de ce qui se passe à l'intérieur de l'île. Je suis obligé de vous le dire. Je pense qu'il faut le faire. Sinon, le parti là-bas aussi discute sur des problèmes. Il y a des propositions qui sont acceptées, des propositions qui sont écartées. Et alors, nous renvoyons donc la dernière version à nos partenaires. Ça, c'est un deux. Mais pourquoi est-ce que le nom de M. Étienne Tshisekedi est dans ce dossier? Moi, je vous dis ceci. Moi, c'est par principe, partout où je vais, avant de commencer des négociations avec les partenaires, je leur pose des questions sur ce que je trouve comme préalable, comme fondamental. Par exemple, est-ce que vous acceptez que le peuple congolais est le fondement, la source de toute légitimité de pouvoir, de son organisation, de son fondement, de son exercice? Est-ce que vous acceptez que le peuple congolais est souverain dans les décisions qui est le souverain primaire sur ce qui se passe, ce qui se passera dans notre pays? Est-ce que vous acceptez mon leader? Est-ce que vous acceptez les résolutions de la conférence nationale souveraine? Quand les partenaires me disent oui, je dis ça doit être écrit ça.
Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas plus tard, non, on n'avait pas mis ça pour telle raison. Moi, j'exige de mettre ça. Et tous ces documents-là, les signatures de nos partenaires, mes propres signatures, je les amène donc, au niveau de la hiérarchie de mon parti, jusqu'au moment où ça va arriver chez le président du parti, qui est maintenant le président élu, le président avec son cabinet, et ils devront se prononcer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mpuila, pour vous être déplacé et donner quelques petites explications pour nos auditeurs par rapport à ce traité dit de Nice. Vous dites vous-même, en tout cas, que sur le plan du mandat, vous en aviez au moins sur le plan humanitaire, vous étiez dans le droit ou plutôt dans le devoir de faire quelque chose pour la population congolaise, mais on ne peut pas être d'accord sur tous les points. En tout cas, c'est une question qui divise fondamentalement les Congolais. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont totalement contre. Et ça, c'est encore un élément qui révèle la quasi-impossibilité d'atteindre le consensus dans la communauté congolaise. Et ça, c'est plutôt tout à fait inquiétant. Encore une fois, M. Mpuila, merci. Merci bien, Pat. Toutes nos excuses pour toutes les personnes qui ont appelé, qui voulaient passer sur antenne, mais nous ne pouvons pas trop chambouler nos programmes. Nous avons inséré le docteur Mpuila parce que l'actualité l'exige, mais place quand même à nous là-bas pour les informations.